Bonjour Clémence, Bonjour François. qui a créé le planning familial? Alors, qui a créé le planning familial? Déjà, c'est une association qui a été créée en 1956 par une bande de médecins qui faisaient des consultations et se rendaient compte qu'il y avait quand même pas mal de problèmes liés aux grossesses non désirées à l'époque. Et c'était des médecins qui prenaient des risques puisque elles se sont constituées en 1957. Il faut attendre 1967, donc 10 ans plus tard en France, non 56 pardon, maternité heureuse. Donc il faut attendre 11 ans pour que la contraception soit légalisée. Et donc pendant 11 ans, elles ont fait des consultations de planification familiale en donnant des conseils sur comment éviter les grossesses, le préservatif. Elles amenaient même dans leurs imperméables des diaphragmes qu'elles ramenaient d'Angleterre, parce que c'était interdit en France, puisque seul le préservatif était autorisé et son achat était exclusivement réservé aux hommes. Voilà. Et tu sais à quelle date ça a vu le jour, le planning familial? Oui, ça a été créé en 1956 et une des grandes fondatrices s'appelle Dr Veil Allais. Et une particularité aussi pour une grande association nationale, c'est que ça s'est créé en province et pas à Paris, et ça explique un peu comment on fonctionne aujourd'hui. D'accord. Et comment s'appelait le planning familial à ses débuts? Alors, elle s'appelait Maternité Heureuse, puisque le but principal de cette association constituée, c'était justement d'éviter les grossesses non désirées. On pouvait aussi parler d'autres choses. Il y avait aussi des redirections parfois vers des femmes qui faisaient des avortements clandestins ou des médecins qui faisaient des avortements clandestins à l'étranger. Il y avait aussi des consultations qui parlaient déjà, même à l'époque, de violences intrafamiliales, etc. À quoi sert le planning familial? Alors le planning familial sert à plein de choses. Le premier but que tu m'as fait souligner, c'est éviter les grossesses non désirées. Donc c'est planifier les naissances pour choisir quand est-ce qu'on désire être mère ou pas d'ailleurs. Ça c'est le maire où aujourd'hui il y a aussi des comment dire, il y a aussi il y a aussi des hommes qui ont des utérus avec les personnes transgenres. Donc choisir en tout cas quand on veut être parent et le décider, c'est-à-dire ne pas subir une grossesse par notamment la possibilité d'avoir accès à des contraceptifs. Le planning familial il fait, en tout cas localement, aussi du droit à la santé, c'est-à-dire que le planning informe les personnes sur les droits qu'ils ont à la santé. Il faut savoir par exemple que le parcours d'IVG, à partir du moment où on n'est pas sans papier du tout, c'est-à-dire on n'a pas l'AME, etc., l'aide médicale d'État ou une sécurité sociale ou une CMU, c'est complètement gratuit. Pour autant, il y a des erreurs dans le parcours. Donc le planning fait de l'accès au droit, oriente vers des médecins qui ont les bonnes pratiques et qui savent comment réaliser des IVG. Puis il y a aussi tout un tas de choses. Le premier article de nos statuts, c'est nous sommes une association féministe d'éducation populaire qui vise, il me semble que c'est au changement dans la société, à l'égalité de genre. Ça, c'est notre but principal. Et est-ce que la loi Veil a été une avancée pour le planning familial? Bien sûr, c'était forcément une avancée, mais c'est rigolo que tu me poses cette question parce que cette loi, elle est de 1975, donc l'année prochaine, elle a 50 ans quand même. Et il faut se replacer dans le contexte de cette époque, c'est-à-dire qu'on part quasiment de rien. On est en 75, en 67, la contraception est légalisée, et encore pas toute, pas pour toutes, pas remboursée. Enfin bon, c'est limité, quoi. Ça s'appelle la loi Neuwirth, qui est avant la loi Veil. Et en fait, c'est forcément une avancée de légaliser quelque chose qui est illégal, mais il faut savoir qu'à l'époque, ça coûte encore, que c'est une loi qui est en test pour 5 ans, parce il y a possibilité constitutionnellement de tester des lois pour une durée donnée. Donc elle devait être revue, révisée peut-être en 1980. Et cette loi, dans sa terminologie, elle parle d'avortement en des termes qui n'existent plus. C'est-à-dire qu'on ne parle plus aujourd'hui de détresse, c'est pas une détresse d'avorter.
Les médecins qui nous entourent, notamment dans le réseau IVG 06, nous disent que c'est un des actes les plus gratifiants qu'ils font parce qu'ils soulagent les personnes. Un enfant qu'on n'a pas désiré, c'est quand même problématique. Et puis, et oui, c'est une énorme avancée pour l'époque, mais aujourd'hui, cette loi elle a été complétée par tout un arsenal de lois, même jusque récemment. 2022, c'est une des dernières. D'accord. Et que penses-tu de l'entrée de l'IVG dans la Constitution ? Alors c'est forcément une très bonne chose. Le planning a énormément milité nationalement pour cette entrée de l'IVG dans la Constitution, qui s'explique par plein de choses. Et ce qui a été alertant, c'est la situation aux États-Unis, le fait que dans la Constitution des États-Unis, ce ne soit pas écrit, et du coup on peut revenir dessus. Et la situation de nos pays voisins aussi, l'Italie, qui revient dessus. En Italie, même si vous faites une fausse couche, comme on appelle ça, on vous laisse crever dans votre sang parce qu'on suppose que vous avez fait un avortement clandestin. Donc ça, c'est des situations qui sont très près de chez nous. Donc c'est très bien de garantir l'IVG dans la Constitution. Pour autant, la limite que je mettrais à ça, c'est que les termes de cette entrée dans la Constitution laissent à désirer, quoi. Liberté pour les femmes d'avorter, je pense qu'à la SAGT comme au planning, on sait que on n'arrache pas des libertés mais des droits, et ce terme me pose un peu de problème parce qu'un droit c'est garanti dans toute sa complexité, une liberté je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc c'est un peu trop flou, mais bon, on verra bien. Et tu m'avais dit que l'IVG, il n'y avait pas d'IVG à Monaco dans une de ces interventions, je crois au mois d'octobre. Oui, effectivement, on s'était vu le 28 septembre parce qu'il y avait eu la journée mondiale pour l'accès, la journée mondiale pour le droit à l'avortement. C'est tous les 28 septembre. Et je t'avais dit qu'il y avait un certain nombre de freins ici, localement, dans les Alpes-Maritimes. D'ailleurs, ce sont des freins qui sont particulièrement prégnants chez nous. Alors, ça tient à ce que, par exemple, les monégasques n'ont pas le droit d'avorter. Et on vient de voir ça il y a 2-3 semaines, il y a des centres d'IVG qui se créent vers Menton et vers la frontière italienne et vers Monaco, mais qui demandent à payer. Donc effectivement, ça nous pose problème. Et il y a un certain nombre d'autres freins un peu compliqués qu'on a dénoncés récemment. Alors, tu sais, peut-être tu as dû t'en rendre compte, je suis assez facétieux comme garçon. Et au cours de mes interventions à la poste, voilà, pour rigoler, je disais que j'allais avoir rendez-vous au planning familial pour susciter un peu, voilà, l'attention. Et je suis resté surpris parce qu'il y avait même des femmes et des jeunes femmes qui ne savaient pas ce que c'était. Et ouais. Alors, c'est pour ça que je te pose cette question. Comment se passe le processus? Quel est le processus quand on doit venir au planning familial? Comment ça se passe? Alors, déjà, nous, ici, à Nice, je suis désolée, je vais regarder la petite carte parce que je me souviens pas de tout. Oui. On a plusieurs permanences. Les permanences, elles sont anonymes, gratuites, sans rendez-vous. Donc, il y en a plusieurs. Il y en a une dans ces locaux-là, qui sont au 22 avenue Malocena. On peut passer sans téléphoner. Et on peut venir les lundis entre 15h et 18h, les mercredis et vendredis entre 14h et 17h. Donc on peut venir parler de n'importe quoi, de violence, d'IST, donc d'infection sexuellement transmissible, d'avortement. On peut même parler de son hésitation sur l'avortement, parce qu'il y a des personnes qui hésitent et parfois elles ont besoin d'un regard extérieur pour les aider à prendre leur choix. Leur propre choix d'ailleurs. On peut venir parler contraception, on peut venir parler tout ça. Donc effectivement, on n'est pas assez connu. On fait des interventions tous les ans dans beaucoup d'établissements scolaires, mais c'est toujours pas assez suffisant. Il faut rappeler qu'il y a une loi qui oblige à l'éducation, à la sexualité, à la vie relationnelle, affective et sexuelle, qui s'appelle la loi Aubry de 2001. Et cette loi n'est pas respectée et on fait partie des associations qui attaquent l'État en justice depuis janvier 2023. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez venir ici. Et si vous habitez à la maison de santé, si vous habitez à la Trinité ou vers le quartier de l'Ariane, plutôt vers Nice-Est,
vous pouvez appeler le numéro suivant qui est le 06 43 54 05 84. On a une autre conseillère conjugale et familiale qui s'y trouve. Voilà. Et ma dernière question, c'est quoi tes espérances sur cette journée du 8 mars, quand il y a la quasi-totalité des syndicats qui ont appelé à une grève nationale ce jour-là? Bon, elles sont nombreuses, mais déjà je suis contente de voir et au collectif Droits des femmes, 06, on en a parlé du fait que c'est la première fois que les syndicats arrivaient à mobiliser aussi largement dans leurs troupes. Et pour les droits des femmes, c'est une première fois, en tout cas localement, qu'il y avait autant de monde qui allait se mobiliser dans les entreprises, dans voilà, toutes les personnes syndiquées, notamment, je pense à la CGT, mais ça peut être aussi d'autres personnes. On espère qu'il y aura des profs aussi, parce qu'ils bossent pas, ils sont en vacances. Mais dans tous les cas, déjà ça c'est très bien qu'on se rende compte que ces sujets ne touchent plus que nous-mêmes. C'est-à-dire nous, les militantes féministes, nous, celles qui veulent l'avancée des droits localement, internationalement, etc. Donc ça, moi je suis plutôt contente de ça. Plus on sera nombreux pour converger, nombreuses pour converger, pour arriver à non sellement une égalité de droits, mais aussi une égalité de fait, dans une punition plus stricte notamment des crimes, et je pense aux crimes sexuels et aux crimes pédocriminels, puisque, je sais pas si tu as vu, mais Macron a dissous la CISIF, donc la commission d'enquête indépendante sur l'inceste, en novembre, et il peine à la refaire revenir, mais c'est quand même des sujets qui nous concernent tous, quoi. Un enfant sur 10 en France est victime d'inceste. Donc je pense que c'est bien qu'on se rende compte que les sujets liés au féminisme et aux droits des femmes ne sont pas uniquement les nôtres, mais concernent toute la société. Puisque si un pan, et c'est pas un pan, c'est la moitié au moins, de la société va mieux, tout le monde en bénéficie. Et donc mon espérance, c'est que on rassemble nombreux le 8 pour l'égalité salariale, pour mieux prévenir les violences sexistes et sexuelles dans tous les milieux, sur le monde du travail, à l'école, qu'on arrête toute forme de discrimination liée au genre et à l'orientation sexuelle aussi. Bref, tout ça. Et plus personnellement, pour le planning familial, qu'on continue à développer nos actions, qu'on aille faire de la prévention le plus possible dans le plus d'établissements scolaires possible, parce que la prévention en matière d'éducation à la sexualité et de vie relationnelle, affective et sexuelle, ça permet d'éviter les violences, ça permet de les prévenir, et c'est vraiment un outil d'émancipation pour les jeunes et pour les futurs adultes. Et ça fera des gens éveillés, et c'est ça que je souhaite, moi. Voilà. Merci Clémence. Merci à toi. Bonjour Colette, pourquoi la présence d'Amnesty International le 8 mars? Parce que nous défendons tous les droits humains, les droits des personnes, quel que soit leur genre, et nous défendons les femmes le 8 mars parce que c'est l'anniversaire, le jour anniversaire de la fête des femmes, des droits des femmes. Donc c'est la journée du droit des femmes, et c'est pour ça que nous sommes là toujours. Donc chacun. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de l'entrée de l'IVG à la Constitution? Mais c'est magnifique, c'est un jour de gloire. Vous savez, les femmes, elles ont droit à leur corps. Le corps des femmes n'appartient qu'à elles, et c'est elles qui doivent décider. Voilà, c'est très important. Donc c'est un grand jour. La France s'honore d'avoir décidé d'inscrire dans sa constitution la possibilité pour les femmes qui ont été violées, ou qui n'ont pas, qui ont changé d'avis, ou pour quelles que soient les raisons, elles ont la possibilité d'avorter. Moi, je préfère la contraception, bien sûr, avant, mais quand c'est fait, c'est fait. Et par conséquent, elles ont le droit d'être libres de leur corps.
Mon corps, mes droits, Et ma liberté. c'est quoi vos espérances par rapport à cette magnifique manifestation du 8 mars? Ah ben c'est qu'on aille encore plus loin, c'est-à-dire que d'autres pays fassent le même effort d'inscrire dans leur constitution, et puis surtout que dans les pays en guerre, on arrête de violer les filles, violer les femmes. C'est une horreur, sincèrement une horreur. Il y a un médecin qui s'appelle l'homme qui répare les femmes. Ce médecin gynécologue a monté un hôpital en République démocratique du Congo et il a été horrifié de voir les viols, les dizaines de bons hommes qui passent sur les femmes et qui les laissent comme mortes. Voilà. Donc le viol, c'est la pire des choses. C'est inadmissible. Voilà. C'est un crime. Merci. Voilà, de rien. Bonjour Florence. Bonjour. Que penses-tu de l'entrée de l'IVG à la Constitution? Alors, je pense que c'est une bonne chose, que c'est un grand merci à dire à toutes les femmes qui ont lutté depuis des dizaines d'années pour que l'IVG soit enfin reconnu et soit accessible. Pour autant, ce n'est pas un droit à l'IVG, c'est la liberté garantie. C'est déjà extrêmement bien, c'est une belle avancée. Bravo à toutes et à tous. Mais il faut continuer à lutter parce que c'est pas parce que la liberté est inscrite que les moyens y sont. Et notamment la fermeture des centres IVG, les moyens qui n'existent pas pour les associations, ça rend très compliqué à exercer ce droit. Quand il faut attendre des semaines avant d'avoir un premier rendez-vous pour une échographie, ça rend les choses extrêmement compliquées. Mais c'est bien quand même. C'est une belle victoire et ça prouve que quand on se mobilise et qu'on est déterminé, on obtient gain de cause. C'est quoi tes espérances par rapport à cette journée du 8 mars? Bien déjà, moi je suis extrêmement contente qu'on soit nombreux et nombreuses aujourd'hui dans la rue. C'était une belle vague violette qui a descendu l'avenue Jean Médecin jusqu'à cette place du Palais de Justice. Et la justice, c'est ça que nous demandons. Justice pour toutes les femmes qui sont victimes de violences. On a eu une pensée très sincère et très émouvante pour Salomé, dont le procès a eu lieu l'année dernière, le 8 mars, ici, dans ce palais de justice. Une pensée pour Gigi, qui est morte sous les coups de son ex-conjoint la semaine dernière. Une pensée pour toutes les femmes qui sont victimes de violences et à celles qui sont aujourd'hui sous les bombardements, qui sont victimes dans les guerres, qui sont victimes de viols de guerre et qui vivent dans la peur et l'angoisse pour elles et pour leurs proches. Ce que j'espère, c'est que enfin, on va pouvoir obtenir en France l'égalité dans le travail, l'égalité salariale, l'égalité d'accès au poste et un vrai respect pour tous et toutes. Et puis des remerciements à Judith Godrèche qui a eu le courage de parler et de dénoncer les agressions dont elle était victime alors qu'elle était encore mineure et l'emprise qu'exerçait sur elle Benoît Jacot. Et on déplore aussi le soutien apporté à Depardieu par Macron. C'est un véritable scandale de prendre la parole pour apporter son soutien à un monstre sacré qui finalement n'est qu'un monstre. Merci Florence. De rien.